Come with me. Ouais, je sais, c'est ma passion. Il a été clap avant. J'étais clapiste, effectivement. Donc, bienvenue sur ma formation médicale. Donc, c'est la suite de Tournée Libérale. Voilà, épisode 3. Ça commence à faire Priscilla au final. Hein. Donc, aujourd'hui, on va parler argent. On va parler de votre activité de libéral, de chef d'entreprise. On va plus vous parler de nomenclature, on va plus vous parler de soins, on va vous parler de vous et de comment on vit en tant que soignant. Autour de la table, j'ai déjà Priscilla. Priscilla, comment ça va ? Mais ça va très bien, merci Florent. Merci de m'être invité moi-même finalement. Ah ben, ça va pas trop ici, tu sais. Et autour de cette table, du coup, tu nous as invité là, la crème de la crème. Là, des gens qui vont parler vrai. Des gens qui vont parler vrai, qui vont parler cru, on va pas faire semblant, comme tu l'as dit. On a monsieur Xavier Dufour, bonjour Xavier. Bonjour. Et Donc, monsieur Mickaël Desplanques, je vais les laisser se présenter hein, maintenant Bonjour, tout seul. Hein. Ah non, mais donc du coup, Priscilla a décidé de faire l'inverse de ce que j'ai dit en briefing, à savoir, elle a commencé par Xavier. Donc, Xavier, Ouais, j'ai fait un tour en face. qui es-tu ? Alors, je suis un vieux kiné libéral depuis 25 ans. Je travaille encore un jour par semaine au cabinet où je m'occupe de mes patients et beaucoup de lombalgie chronique. Et puis, j'ai plein d'autres activités, comme quoi on peut être libéral soignant et faire autre chose petit à petit. Je suis devenu formateur, puis responsable de formation et puis chef d'entreprise avec une double activité, on va dire au moins ITMP et ma formation médicale et puis une autre boîte d'ergonomie, Réflexe Ergo. Tout ça allant dans une complétude finalement autour de mon activité première. Mickaël, oui. voilà, présentez-vous. Alors ouais, Mickaël Desplanques, j'ai 35 ans, je suis un ancien infirmier libéral, donc moi j'ai exercé 7 ans en tant qu'infirmier. Aujourd'hui j'ai une activité de consultant patrimonial, on va dire plutôt courtage, assurance, expertise, placement financier. La boîte s'appelle simplement L'Argent des Libéraux, donc je voulais le nom d'une boîte où on sait de quoi ça parle et à qui. Ah, je comprends pas du coup pourquoi tu as fait ça, parce que moi, ma formation médicale, vraiment, ça... Non, mais oui, bien sûr, on voit pas de quoi ça parle. Donc je me suis dit, vas-y Franco, développe ce que tu sais faire, c'est-à-dire parler aux gens. Et j'ai voulu développer effectivement cet axe-là sur l'apprentissage financier des professions libérales de santé, qui est quand même assez complexe, voire catastrophique pour certains. Donc voilà le sujet. Ok, super. Merci de t'être déplacé. Est-ce que tu viens de loin ? Exactement, ouais. J'habite à Biarritz. Oui. Et ouais, moi je suis pas à Paris, moi j'ai une petite vue mer avec le phare juste en face de chez moi pour prendre le café le matin. Est-ce que, au risque de me faire des amis, est-ce que c'est pas le pot de chambre de la France, Biarritz ? On va couper au montage. Écoute, il n'y a pas de région aussi. C'est Lyon, et c'est Lyon que t'aimes pas normalement. Lyon. Ah bah d'accord, la moitié du business est parti, ça y est. Ouais. C'est parti. Merci Priscilla. J'aime tout le monde, moi. Tu passeras chercher ton chèque à la compta. C'est ça. Je vais Tu vas m'apprendre, tu vas me donner des filons. Il va falloir apparemment. Bon, Mickaël, je suis hyper content de t'avoir avec nous. On a échangé déjà par visio. Moi, ce que j'ai aimé du coup avec toi, c'était que effectivement, c'était très cash, très direct. Déjà, j'ai une première question pour toi. La différence de Xavier, tu as dit, je suis ancien infirmier libéral. Tu n'es plus soignant ? Non, j'ai arrêté en 2017, moi. Alors, j'ai arrêté pour plusieurs raisons. Déjà, de base, je me rappelle même de mon premier stage. Je fais un petit peu un récap de ma vie, mais mon premier stage, première année infirmier. Premier jour. Je me retrouve face à une patiente et donc on doit faire des soins de toilette à cette patiente-là. Je me regarde dans le miroir. C'est très drôle, ce que je vais dire, c'est vrai. Et je me dis, je pense que tu vas pas faire ce métier toute ta vie. Je sais pas pourquoi, à ce moment-là, je me suis senti de me dire, ok, c'est un super boulot, mais je pense pas que ça va être ma carrière. Peut-être que ma carrière était effectivement d'aider des gens, mais peut-être pas les gens en premier abord. Donc j'ai voulu travailler quand même sur ce métier. Au final, j'ai découvert un super métier quand même. J'ai pris beaucoup de plaisir avec mes patients quand j'avais mon cabinet. J'ai ouvert mon cabinet en 2012, en pleine pampa, en Corrèze. J'avais 23 ans. On embrasse... La Corrèze. Hein. On embrasse la Corrèze, mais j'y ai vécu 17 ans, donc je pense que j'ai un petit peu... Flo l'adore. J'ai en pleine pampa et j'ai adoré mon cabinet, j'ai adoré vraiment travailler là. Après, j'ai fait des remplacements parce que j'avais envie de découvrir autre chose. J'ai découvert les problématiques du libéral, j'ai découvert les problématiques associées à travailler avec d'autres personnes qui n'étaient pas en fait totalement toi par rapport au développement du cabinet.
Moi, en 2017, ça a été compliqué. Je savais déjà que de toute façon, j'avais déjà entamé des reconversions. J'avais repris mes cours à partir de 2015 donc pour entamer des reconversions dans le métier de la finance. En 2017, ça a été compliqué pour moi. 2017-2018, j'ai fait un burn-out. Ce qui fait que du coup, effectivement, j'ai pas travaillé pendant 8 mois. Ok. Donc, zéro taf, zéro rien du tout, etc. Alors, excuse-moi, mais explique-moi vraiment ce que tu appelles burn-out, justement, comment tu l'as... Parce qu'on met un peu ce mot sur tout. Ouais. Toi, ça s'est manifesté comment ? Ça s'est manifesté où j'arrivais tous les matins systématiquement 1 heure en retard. Ok. Donc, tous les Comme matins... Priscilla, du coup Ah merde, j'ai un burn-out. Faut qu'on discute. Priscilla, il faut qu'on en parle tout à l'heure après. On peut en parler. Et j'arrivais systématiquement 1 heure en retard tous les matins, j'arrivais pas à me lever, je trouvais plus d'ambition à aller au travail. J'attendais qu'une chose, c'est de finir mes jours de taf et d'aller en repos pour pouvoir patienter pour repartir au travail. Donc trouver un accomplissement à ce qu'on fait, c'est quand même la chose qu'on doit faire en premier, quoi. Et donc pour ma part, c'était pas mon cas et il a fallu que je me recrée un peu. Et donc voilà, moi je me suis mis corps et âme dans mon développement d'entreprise à ce moment-là. Ça n'a pas été toujours tout rose au début, bien sûr. Tous ceux qui me connaissent, tous mes clients connaissent toute mon histoire. C'est ça qui est cool. C'est vraiment, je suis assez authentique avec eux. Et ouais, depuis 2017, j'ai arrêté le libéral. Et finalement, je les aide d'une autre manière, quoi. Aujourd'hui, maintenant, je les aide dans leur accomplissement financier, dans leur cabinet. Mais le premier truc, c'est à chaque fois, j'ai même des personnes qui viennent des fois me voir en me disant « Oui, c'est dur, je ne sais pas si je vais faire le libéral toute ma vie. » J'ai le premier taf, avant de parler d'argent, on va peut-être parler de carrière. Donc, on va peut-être savoir un peu sur quel domaine, en fait, tu peux t'épanouir. Et cherche d'abord, dans un premier temps, à t'épanouir dans ton boulot. Alors, je m'adresse aux deux, là, mais est-ce qu'au final, parce qu'on parle toujours des métiers de la santé, des métiers passion, est-ce qu'on peut parler toujours de métiers passion ou pas ? Ah oui, on peut toujours parler de métier passion. En tout cas, au début, elle est là. Moi, aujourd'hui, en ne travaillant plus qu'1 jour par semaine au cabinet, j'ai toujours la passion 1 jour par semaine. Ouais. Si je devais le faire 5 jours par semaine dans les conditions de la CPAM aujourd'hui... on l'embrasse. Oui, très fort, et même beaucoup plus. Si on peut pas parler, enfin, je comprends que la passion s'étiole avec le temps et en tout cas, il y a une usure professionnelle et qu'on parle d'infirmier, qu'on parle de kiné, qu'on parle de médecin. L'usure professionnelle où on doit être au taquet du matin au soir avec chaque patient parce qu'on n'a pas le droit d'être mauvais avec un patient, c'est une usure infinie. Et pour faire finalement aujourd'hui aussi d'autres jobs que celui-là, dans ma vie, dans ma vie autre que soignant, dans ma vie pro autre que soignant, j'ai du temps par moment, je peux avoir un coup de mou, que je peux beaucoup plus gérer que quand je suis au cabinet en fait. Ouais. Et Mickaël, quand tu as commencé ta carrière d'IDEL, tu t'es dit en premier lieu, je ne ferai pas ça toute ma vie, mais est-ce que tu as eu la passion ? Est-ce qu'il y avait une passion quand même ou pas du tout ? Tu t'es dit en fait, j'ai pas mais attends, ça a même commencé à la carrière d'IDE, avant même IDEL déjà. Ouais, en oui, fait, ouais, alors déjà en plus c'est très drôle, mais ça va avec mon caractère. Vous me connaissez déjà un peu mieux depuis quelques temps, mais c'est vrai que j'ai un problème avec la hiérarchie, moi. Donc je n'aime pas qu'on me donne des ordres sur ce que je dois faire, etc. parce que je sais le faire. Donc je suis quand même quelqu'un d'entreprenant et je sais faire les choses tout seul. Donc en fait, je pense que j'avais déjà un problème avec le fait d'être dirigé à l'époque à l'hôpital ou des choses comme ça. Et moi, en fait, j'ai jamais été salarié. C'est-à-dire que quand j'ai sorti de l'école en 2010, j'ai eu mon DE. J'ai fait tout de suite de l'intérim pour pouvoir avoir mon nombre d'heures rapide et faire du libéral. Moi, mon but, en fait, après ce premier jour d'école, voilà, où ça se passe comme ça, mais moi, ma carrière, elle était basée sur je fais du libéral, quoi. C'était mon kiff de me dire, vas-y, je suis tout seul, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui prends les emmerdes aussi. Mais moi, je fonctionne au mérite, c'est-à-dire que je veux travailler et si je réussis, ça sera grâce à moi et je serai très content. Et je veux aider les gens et j'adorais aider les gens chez eux. Et en fait, c'est pour ça que j'ai commencé très vite le libéral. Voilà, à 23 ans, j'avais déjà mon cabinet. Et je me considérais déjà vieux à 23 ans, alors qu'en fait, j'étais un minot complètement, quoi. Et j'ai pris vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Le meilleur cabinet que j'ai eu, le meilleur cabinet dans lequel j'ai travaillé, c'est le mien, quand j'ai démarré. C'est assez drôle, mais c'est... c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu as... parce que c'est un vrai vaste sujet qui va un peu sur tous les axes qu'on va aborder aujourd'hui, mais l'association, vaste sujet. Quand tu es en libéral, Xavier est en train de tomber déjà, on sait que c'est un mariage et que si tu tombes sur quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, c'est quand même compliqué. Alors, avant même d'arriver à ce point-là,
En fait, on est formé à un métier. On est formé à soigner des gens, peu importe le job qu'on ait au final. Et finalement, on n'est absolument pas formé à l'exercice libéral, alors que 80% d'entre nous exerçons en libéral. En tout cas, au moins pour les kinés, en infirmier. C'est bien moins pour les infirmiers. C'est 20-30%, je crois. Exactement. Exactement. 120 000 sur 800. Mais au final, on est 80% à finir en libéral, et en école de kiné, on est formé à pas grand-chose. En tout cas, il n'y a aucun des aspects pratiques. Quand ils sortent de l'école, quand on leur parle de une mutuelle, un machin, un truc, ils savent même pas ce que c'est. Une prévoyance, ils ne savent pas ce que c'est. Remplir, alors à l'époque, nous, remplir les feuilles de soins à la main, parce que moi je l'ai vécu. Après, j'ai vécu la carte vitale. Oui, moi j'ai connu l'arrivée de la carte vitale. Et la télé couleur aussi, non? Non, quand même pas. Et du coup, j'ai connu l'arrivée du téléphone portable. Ouais. Wow. Oui. Et quand j'étais étudiant, il n'y avait pas de téléphone portable. Ouais, ça fait vieux. Mais en tout cas, on n'est pas du tout prêt à ça. Et finalement, pour plein de jeunes, parce que j'en vois quand même passer depuis 25 ans et j'en vois passer au cabinet, pour plein de jeunes, en fait, c'est un vrai stress, en fait, de ne pas comprendre et de ne pas comprendre les enjeux. Et pour plein d'entre eux, de faire l'erreur d'aller vers un comptable qui est censé leur apporter la réponse à tout et qui finalement leur apporte la réponse à pas grand-chose. Et un des enjeux, c'est de leur apporter la réponse. Je pense que tu en as une partie. Et nous, de la même manière, on essaie d'en apporter une partie avec une formation qu'on est en train de mettre en ligne là, à partir du mois de mai, qui devrait permettre justement de répondre en partie aux questions que les gens connaissent même pas encore, mais auxquelles ils sont confrontés rapidement dès qu'ils commencent à travailler en fait. J'allais dire, c'est ça tout l'intérêt de cet entretien, c'est que toi, Xavier, tu fais de la formation et principalement quand même de la formation, on va dire technique pour les soignants. Toi, pour le coup, tu accompagnes des professionnels de santé qui rentrent en libéral, à savoir ils sont infirmiers, ils deviennent, ou autres d'ailleurs, parce que tu en as d'autres, ils deviennent libéraux, à savoir chefs d'entreprise. Tu changes de cap. Ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Pour revenir sur le sujet, c'est assez drôle, c'est que tu sors en fait, que ce soit kiné, médecin ou infirmier, peu importe la profession, tu sors de l'école, on te donne l'autorisation effectivement d'exercer, mais en fait, tu arrives dans le circuit libéral, tu n'as aucune connaissance sur ce qu'est être un chef d'entreprise. Et moi je dis en fait, le premier sujet, c'est de se dire ok, première année j'attaque, je rentre à l'école de première année de chef d'entreprise. Je dois me former à ce qu'est vraiment le chef d'entreprise. On te donne l'autorisation d'exercer en tant que kiné, infirmier, etc. T'es kiné, t'es infirmier, ok, c'est bien, c'est très bien, t'as eu ton 2, c'est génial, bravo. Par contre, le libéral, c'est une autre activité, c'est un nouveau boulot. Et tu peux pas te dédouaner, effectivement, comme Xavier vient de le dire, derrière le comptable, un petit peu fourre-tout, où à chaque fois on me dit oui, mais le comptable m'a pas conseillé. Je dis, oui, mais, ok, très bien, mais le comptable, lui, c'est pas son boulot en fait. Son boulot, il est juste là pour t'aider à remplir tes démarches administratives, tes chiffres, etc., pour t'aider un petit peu pour compléter, mais toute la stratégie réelle, c'est toi qui dois te la faire. Et donc, comment est-ce qu'on se la fait ? Eh bien, on doit travailler profondément sur comment est-ce qu'on passe de salarié à libéral, quelles sont les obligations qu'on a en libéral, quel impact ça a aussi de changer de tranche de revenus, parce que quand tu passes d'infirmier, alors moi je connais bien infirmier parce que j'en étais un, donc c'est aussi l'avantage que j'ai de parler de ça, où tu arrives dans une structure où tu gagnes pas ouf, on va dire 1009, 2000 euros à peu près. C'est un petit peu compliqué quand tu arrives en libéral où tu gagnes 4-5 000 euros d'un coup et ça y est, c'est la ruée vers l'or. Non, ça demande de structurer. Si tu veux vivre longtemps avec tes revenus, faut pas faire le fanfaron, quoi. Faut structurer un petit peu. Et c'est tout le travail qu'effectivement je mène moi avec les professions libérales, mais que ce soit effectivement les kinés, les dentistes, tous sans exception, ça c'est un vrai boulot, hein. D'où le nom de la formation chez nous qui est gestion de cabinet libéral et qui ne s'adresse pas qu'au kiné, même si la partie kiné, évidemment, de par mon historique, nous anime, mais de comprendre finalement qu'il y a un vrai raisonnement par objectif en fait. Et que l'objectif qu'on a à 20 ans n'est pas celui qu'on a à 40 ou pas celui qu'on a à 60. Mais je vais vous raconter un cas hyper simple, hein. Mon associé de ma boîte d'ergo qui un jour monte sur un escabeau, il est kiné, il a 30-35 ans, il monte sur un escabeau, il tombe et il se pète les 2 poignets. Et là il est pendant 8 semaines à juste pas pouvoir travailler
mais avec des frais de cabinet qui continuent, un loyer ou crédit de maison qui continue, des gamins, machin, truc, nan. Et là, si tu n'as pas prévu à minima un tout petit peu de prévoyance, et ah bah ouais, mais on m'avait pas dit, mon comptable, il m'avait pas dit. Bah ouais, il t'a pas dit, ouais. Et là, il y a un moment où quelque part, ça peut être le drame. Alors là, on parle d'une simple fracture qui, entre guillemets, guérit en moins de 3 mois. Donc, tu as 3 mois à serrer les dents. On peut parler de pathologies plus complexes. Plus invalidantes. Plus invalidantes, plus machin. Et qui font que si ça dure 1 an et demi, 2 ans, et que tu n'as rien prévu avant, c'est le drame en fait. Donc il y a une stratégie d'objectif de se protéger sur quoi, comment, quel sujet, et ça fait partie des points qu'on développe, et c'est des vraies réflexions. Il y a des fois, enfin moi pour ma part, tu seras d'accord ou pas, peu importe. Le débat commence. Mais Le principe de Xavier, c'est que d'accord ou pas. J'adore. J'enchaîne. D'accord ou pas, en même temps, aujourd'hui, une prévoyance santé, pour moi qui suis jamais malade, une mutuelle santé, finalement, elle me coûte plus cher que ce que me coûteraient les soins de départ. Est-ce que c'est un très bon choix ? Peut-être pas, mais quand tu es papa, que tu as des enfants, machin, il y a une réflexion à peut-être avoir. Et on verra est-ce que c'est le cas si les deux sont libéraux, s'il n'y a qu'un libéral et un salarié et compagnie. Mais par contre, une prévoyance, même à 20 ans, même à 22 ans, moi j'ai commencé à travailler, j'avais à peine 22 ans, même à 22 ans, t'es pas à l'abri de te péter un genou au ski ou machin, enfin c'est la période là, au mois de février. Sauf si tu manges de la raclette et que tu fais pas de ski. Mais il y a un vrai choix sur ce danger-là et qui est important. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est le moment de constituer sa retraite ou pas ? Enfin, voilà, il y a une vraie réflexion par objectif en fonction de ton âge et de ton objectif de vie. En fait. Partons d'un premier constat simple, c'est que, alors là, je m'adresse aux professionnels de santé et principalement aux libéraux, c'est que votre premier outil, c'est vous-même. On parle effectivement là des kinés, c'est effectivement un kiné qui n'a pas de bras, c'est bien compliqué. Un infirmier libéral qui ne peut plus conduire ou qui ne peut plus se déplacer, c'est extrêmement compliqué aussi. Un médecin qui ne peut plus rentrer dans son cabinet parce que justement il est en dépression, c'est compliqué aussi. Donc partant de ce principe-là, justement, si on commence par la prévoyance, c'est quoi tes grands conseils sur ce sujet-là ? Déjà, moi dans le cabinet, la prévoyance, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Monsieur Prévoyance, c'est Xavier, c'est mon alter ego, donc on est deux. Alors, c'est pas le bon Xavier, c'est très drôle. T'as des haltères. J'ai un deuxième Xavier, ouais, c'est pas le Xavier à ma gauche, c'est un Xavier qui est dans mon quotidien, c'est Xavier avec qui je travaille tout le temps. Et lui, c'est un tueur en prévoyance, c'est vraiment un mec qui prend du temps, il prend 1h30, tout explique en détail, enfin il donne un cours de prévoyance aux professions libérales. Donc déjà, c'est la première base. Mais pour moi, en fait, pour revenir au sujet global, pour moi déjà, la vie est une succession d'imprévus. Et les imprévus, en fait, tu dois les couvrir quand tu peux pas les anticiper. Te casser effectivement les 2 poignets, je pense pas que ça s'anticipe. Comme on a une de mes clientes qui passe par moi au départ pour la partie financière. Et donc je lui demande à ce moment-là, dans mon audit, je lui demande au niveau de la prévoyance, est-ce que ça va ? Elle me dit, ah bah tiens, j'ai arrêté de payer, j'en ai plus depuis 2 mois, machin, truc. Je lui ai mis un savon, et d'ailleurs si elle écoute ce podcast, elle a mis un post de malade elle sur écoute, le groupe. Elle est là. Un bisou, et je lui fais un gros bisou. Je lui ai mis un savon de l'espace et je lui ai bien dit qu'en fait mon travail s'arrêtait là si elle prenait pas rendez-vous avec Xavier et qu'elle faisait pas la preuve ou qu'elle en ayait une tout court en fait, parce que moi c'est hors de question de travailler avec des gens qui ne sont même pas couverts sur le risque. Elle fait le travail avec, donc elle dit ok t'énerve pas, je le fais. Elle prend rendez-vous, ça se passe bien, elle travaille avec mon collègue. 4 mois après, écoutez bien ça, 4 mois après, cette dame tombe de 3 marches d'escalier chez un patient sur les fesses, syndrome de la queue de cheval. Elle peut plus exercer. Voilà. Alors encore plus gros Et bisous. là, aujourd'hui, elle nous avait fait un message de remerciement parce qu'on a pu être là pour elle et elle a été indemnisée, elle a tout fait. Enfin, Xavier s'est occupé de tous ses dossiers. Et donc ça, pour moi, ça c'est vraiment mon taf. C'est de dire, ok, non là t'es en train de faire une grosse connerie, ma gueule, va falloir changer. Ah, c'est bon, ça te dit à quel moment t'allais sortir ce terme. On en a beaucoup parlé. Ah, j'ai tenu combien de temps ? J'ai tenu un petit quart d'heure. Franchement, t'es à 21 minutes. C'est pas mal. C'est propre. Mais c'est peut-être parce que je parle pas tout le temps, sinon j'aurais tenu bien moins longtemps. 21 minutes. Non, pour moi, c'est ça mon boulot en fait. C'est de m'occuper des gens qui s'occupent pas vraiment parfois d'eux-mêmes. Et sur le sujet de la prévoyance, c'est un micro-sujet parmi tant d'autres sujets. Pour moi, c'est vraiment
Se dire, de toute façon, dans tous les cas, effectivement, c'est une assurance à fond perdu, mais ta voiture, c'est pareil. Et plein de sujets sont comme ça, mais par contre, le jour où tu en as besoin, franchement, ça te sauve la vie, ça sauve ta famille, ça t'évite le stress financier, ça t'évite d'avoir des problèmes de couple, parce qu'il faut savoir que le premier cas de divorce, c'est pas l'infidélité, c'est les problèmes d'argent. Donc, cela ne nous regarde pas. effectivement, mais c'est des stats, donc je te les donne. Mais dans tous les cas, tu vois, le but, c'est ça, quoi. C'est d'amener vraiment de la sérénité, mais ce qui est important, c'est aussi que les gens se prennent en main. Bon, pour moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient responsables de ce qu'ils font. Et qu'ils comprennent que quand ils prennent telle décision, c'est eux qui la prennent. S'ils sont arnaqués, c'est pas vrai. C'est eux qui s'arnaquent tout seuls parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'apprendre là-dessus. Je suis hyper dur, effectivement. C'est ce que j'ai dit, t'es assez dur, mais moi je vais me tourner vers Xavier là pour cette partie-là. Ouais, je suis un peu tranché, ouais. À quel moment dans ta carrière t'as pris conscience justement de ça ? Est-ce que c'est un de tes associés quand t'es arrivé en libéral qui t'a fait prendre conscience que c'était important la prévoyance, que c'était important de bien t'entourer, ou est-ce que c'était naturel parce que t'es un génie ? Alors, j'en ai pris conscience assez vite parce que finalement, quand j'étais plus jeune, j'ai eu le sentiment de manque et je me suis dit que plus tard, j'aimerais pas manquer. D'accord. Et du coup, j'ai essayé de réfléchir, j'ai essayé de regarder un peu. J'ai pris des conseils aussi à droite à gauche de mes aînés, on va dire. Et puis, j'ai essayé de cogiter à comment je pouvais faire. Donc moi, très tôt, au bout d'1 an et demi de diplôme, j'ai acheté mon premier appart. En me disant un toit au-dessus de la tête, ça me paraît être pas con dans une vue patrimoniale un peu moyen-long terme. Et d'avoir toujours mon toit au-dessus de ma tête, ça a été un élément majeur dans mon développement. Après, je me suis dit, tiens, l'immobilier, c'est pas si mal, c'est un truc qui me permet de créer de l'argent, alors que j'en ai pas au début. En tout cas, ça a été une vision pour moi que j'ai appliquée et que je me suis appliqué pas mal de fois. À côté de ça, il faut effectivement, là je rejoins l'idée du risque à bien couvrir. Truc bête, une bonne ERCP déjà. Attends, définis le RCP. Responsabilité civile professionnelle, avec une couverture juridique digne de ce nom, ça vaut 150 balles pour un kiné. Allez, 200 dans les mauvais cas. C'est-à-dire presque rien en fait. Ouais. Sur un chiffre d'affaires, même que tu le multiplies par 20 ans, ça ne représente pas grand-chose en fait. C'est un quart d'indemnisation DPC, je dis ça comme ça. Sauf qu'à la fin, quand tu as un pépin, avec un patient ou machin, ça te sauve la vie, mais 1000 fois enfin. Et donc ça fait partie des trucs où faut pas lésiner. Et puis après, j'ai pris quand même une couverture mutuelle, même si franchement, aujourd'hui, je me demande toujours pourquoi j'en ai une. L'âge avançant, je vais finir par trouver pourquoi. Et puis, mais ouais, la prévoyance, je l'ai fait. J'ai été en arrêt, moi, 3 mois et demi, il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Et j'étais content d'en avoir une en tout cas. Ouais. En tout cas, à un moment de ma vie où c'était compliqué physiquement et aussi mentalement, ça m'a permis de m'arrêter et de prendre du temps pour moi. Et ça, effectivement, on l'anticipe pas trop. Ça a un coût parce qu'une bonne prévoyance, ça coûte quand même un peu d'argent. Mais d'un autre côté, alors peut-être tu me diras que la mienne coûte trop cher. On verra ça, on en reparlera après. Pas de problème. Je te filerai le contact de Xavier. Voilà. Mais en tout cas, de pouvoir anticiper ce point-là, c'est un point important. Voilà. Donc, et c'est là où il y a quelques repères, quelques guides, encore une fois, qu'on ne nous a pas donnés à l'école, qu'on ne devine pas forcément tout seul, et qu'un vieux collègue parfois va nous donner, et on regrette de ne pas l'avoir eu avant en fait. Parce que pourquoi on est censé nous former à un métier, et la pratique libérale fait partie intégrante du métier, et en fait on n'est pas du tout formé pour, et ça m'énerve un peu en fait. Ça m'énerve. Et justement, parlant de se former, donc on a la formation gestion de cabinet, pour pallier à ce manque de formation. Mais toi, Michael, tu as fait le constat en tant qu'ancien IDEL, justement, qu'il y avait cette nécessité-là d'outiller les professionnels en libéral. Et donc, comment ça se passe de ton côté pour toi ? Comment tu fais ? Alors, c'est un petit peu mes constats au fur et à mesure des rendez-vous. Et ce qui est génial dans les rendez-vous que je fais avec les clients, c'est que c'est eux en fait, qui me donnent les méthodes qu'il faut travailler. Et puis du coup je deviens presque la caricature de mon travail parce que comme je fais beaucoup de rendez-vous visio tout le temps,
tout ce que je leur raconte, même en mode mindset, plutôt l'état d'esprit qu'il faut avoir en libéral, l'état d'esprit qu'il faut avoir par rapport à l'argent. Justement, c'est quoi l'état d'esprit ? Alors moi déjà, il y a 3 axes sur lesquels je développe, où je travaille avec mes clients. C'est première étape, ils m'appellent effectivement pour un problème X, alors qu'en fait le problème réel est Y. Donc on vous donne toujours la première info, mais finalement c'est pas ça. Ils viennent vous voir pour travailler leur PER. PER, c'est plan épargne retraite, pour ceux qui ne savent pas. Bien. C'est important d'expliquer les acronymes. Tout le monde n'est pas... Google Trad. On va faire un livret. J'ai écouté pas mal de podcasts comme quoi, j'ai l'habitude. C'est bien, Maintenant, il faut dire les choses. Donc les plans épargne retraite, les assurances vie, ou peu importe les placements qu'ils ont, ils viennent me voir pour la performance. Moi, ce qui est assez drôle, c'est que d'abord, dans un premier temps, effectivement, je rejoins Xavier à 100%. C'est d'abord, quel est l'objectif ? Parce que moi, concrètement, par les techniques, honnêtement, je m'en fous. Et ils le savent. Pendant 1h30 avec moi en rendez-vous, il n'y a pas une seule fois où je parle technique. Pourquoi ? Parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que tu veux réaliser ? C'est quoi le projet ? C'est quoi ? C'est mettre à l'abri tes enfants pour leurs études. C'est vraiment maintenir ton niveau de vie à long terme, etc. Donc on travaille en premier lieu. Tu définis un objectif. Exactement. Je définis, moi, le travail qu'on fait, c'est définir des objectifs précis et mesurés. Ça, les gens qui vont entendre, ça, ils connaissent par cœur mon discours. Exactement. Mais attention, parce que du coup, je rejoins Xavier sur un point qu'il a évoqué tout à l'heure, c'est que tes besoins à 20 ans ne sont pas les mêmes que tes besoins à 30, que tes besoins à 40, etc. Bien sûr, mais l'apprentissage de évidemment, il y a un truc qui te tombe dessus que tu n'as pas prévu, c'est le mariage. Élaborer un objectif, ça te demande de le modifier. C'est pas parce que tu élabores un objectif aujourd'hui qui va rester comme ça toute ta vie et tu es obligé de le tenir. Non, dans un premier temps, c'est d'avoir une méthode d'objectifs. Si tu as plusieurs objectifs du style tu veux t'offrir une maison au bord de mer, ponton, bateau, ok, très bien. Et peut-être que dans 10 ans, en fait, ton projet, c'est pas la mer, finalement c'est la montagne. Mais dans tous les cas, l'élaboration de l'objectif est toujours la même. Oui, c'est sûr. La stratégie, la manière dont tu vas élaborer ton objectif, la méthodologie est la même. Donc le but, c'est la première étape, c'est ça. Donc je travaille là-dessus. En fait, tout premier, je leur dis, ok, comment est-ce que vous gérez votre budget aujourd'hui ? Et alors là, la question c'est, c'est-à-dire et là, je regarde, je fais OK, ça veut dire que tu gères pas ton budget. Tu définis pas de plan, c'est quoi ton BNC ? Et toi, comment tu fais ton budget ? Ah ouais, je vais te le dire du coup. Déjà, premièrement, première étape, c'est tout bête, mais on va parler avec des choses simples parce que comme je pose les questions et que souvent j'ai pas les réponses, ça veut dire que finalement, les choses qui doivent être évidentes ne sont peut-être pas pour tout le monde, mais déjà connaître combien tu gagnes. C'est très drôle, c'est une question qui est très drôle quand je dis ça comme ça, mais le nombre de fois où je demande quel est le bénéfice net comptable, donc le BNC, que tu déclares, les gens me disent « Ah, je sais pas, attends, il faut que je regarde dans mes papiers. » Bon, ça va pas. Parce que déjà, ça veut dire que tu sais même pas combien tu gagnes concrètement et quel est ton niveau de vie. Donc forcément que tu n'as pas fait de budget si tu sais même pas combien tu gagnes. En revanche, on peut te dire quelle voiture on a. En revanche, ça, et puis un infirmier libéral, souvent, il sait. J'avoue. Et alors moi, le sujet de la voiture, c'est un sujet sur lequel vraiment, c'est un truc. Moi, ma voiture, elle a 320 000 bornes. Je veux dire, au bout d'un moment, le sujet de la voiture, c'est un autre débat. J'ai plein de sujets comme ça sur lesquels je suis pas vraiment d'accord avec les professions libérales, mais ça c'est encore autre chose. Donc déjà connaître son revenu, et après en fonction de son revenu, en fait je suis en train de créer effectivement moi aussi, Xavier on se rejoint là-dessus, moi aussi je travaille sur l'élaboration de formations en ligne sur l'apprentissage de gestion financière du cabinet. Donc peut-être un point complémentaire avec Xavier exactement. Plutôt comment est-ce qu'on élabore une gestion de budget en 50-30-20, donc c'est une règle de budgétisation. Ça c'est bien, mais après... Tu peux détailler justement le 50-30-20 ? Je peux tout à fait détailler. 50-30-20, c'est une règle qui existe depuis le 19e siècle, donc c'est une règle qui existe depuis longtemps, qui définit que 50% de notre budget, tu peux l'utiliser pour tout ce qui va être charge fixe. Donc se loger, manger, chauffer, tout ce qui dépend en fait de qui part tous les mois en automatique quasiment. Donc on va dire c'est 50% de ton budget. Moi je dis aussi, la vie c'est du taf, ok on travaille c'est bien, mais la vie c'est du kiff aussi. Donc dans un premier temps, il faut aussi élaborer un budget et puis structurer ton budget de telle sorte que ta vie soit kiffante au long terme et que tu prennes beaucoup de plaisir avec les gens qui t'entourent, tu passes du temps avec les gens que tu aimes et que tu fasses ce que tu aimes en fait. Donc là, c'est 30% de ton budget. 30% de ton budget, on élabore en plaisir-loisir. Donc les vacances, les sorties avec les copains, les shopping, les machins, les trucs. Ça, c'est 30% de ton budget. Et 20% de ton budget doit être alloué à la partie épargne-investissement pour te permettre de maintenir au long terme ton niveau de vie. Éviter, effectivement, moi j'ai une règle toute simple, c'est la règle des 80-20, mais en gros, quand tu gagnes 100 €, tu peux vivre avec 80 et 20 €, tu t'en sers pour acheter des valeurs qui, elles, ne dépendent pas effectivement de ton temps de travail. Et là, ça va être un exemple que Xavier a donné tout à l'heure, ça va être par exemple, effectivement, l'immobilier, les placements financiers, ça ce sont des valeurs qui ne dépendent pas de ton temps. Donc concrètement, c'est ça le but. Si on veut perdurer dans le temps, il faut faire en sorte que notre temps de travail ne soit pas exclusivement la source de nos revenus au long terme. Et donc ça, c'est tout le travail que je fais. Si tu veux maintenir ton niveau de vie à 5 000 € par mois, ok, c'est très bien. Mais
Mais si tu crames, moi j'explique la différence entre pauvre et riche avec une phrase toute bête, où je m'approprie les phrases, mais voilà, c'est comme ça. Je dis, par exemple, si tu gagnes 10 000 euros par mois, une bêtise, et tu dépenses 10 000 euros par mois, tu es juste un pauvre qui gagne beaucoup d'argent. C'est pas ça la définition de la richesse. La richesse, c'est pas ce que tu gagnes. La richesse, c'est ce que tu gardes et ce que tu investis. C'est ce que tu en fais. Donc, le sujet du cabinet, c'est gestion du budget, optimisation des objectifs précis et mesurés, gestion des émotions dans l'investissement. Alors ça, c'est un travail qu'on fait au long cours. Parce que c'est bien beau, c'est pas parce que tu sais gérer ton budget et tout que ça y est, tu peux te lancer dans l'investissement. Non, il y a la peur de l'inconnu. Et comment est-ce qu'on pallie à ça ? On apprend, on travaille. Du coup, sur mon groupe, je donne pas mal de vidéos tutos sur les apprentissages, les pièges à éviter, etc. Sur les placements, comment est-ce qu'on fait tout ça. Et après, comment est-ce qu'on fait ? Ça, c'est moi qui travaille la structuration du cabinet avec OK, j'ai élaboré ma gestion de budget et les 20%, qu'est-ce que j'en fais ? Là maintenant, on regarde les objectifs que tu veux et je t'aide à le faire. Là-dessus, pour rebondir, il y a plein de gens qui se disent moi, comme j'aime la montagne, je vais aller acheter un appartement à la montagne parce que comme ça, peut-être un jour, j'y mettrai les pieds. En fait, c'est une connerie. C'est un produit financier comme un autre. Je vais arrêter mon investissement tout de suite. Non, mais choisis la mer. T'as peut-être choisi la montagne ou peut-être la mer, peu importe. Sauf qu'en fait, on n'y met jamais les pieds. Moi, j'ai acheté un appart à Perpignan il y a 20 et quelques années maintenant. J'y ai mis les pieds une fois le jour où on me l'a livré. Depuis, il est loué tout le temps en fait. Donc je l'ai acheté à Perpignan ou ailleurs ou machin. Il peut être à la Bourboule ou n'importe où. De toute manière, j'irai pas en fait. Et donc, faut dépassionner le truc. Ou alors tu t'achètes une résidence secondaire et éventuellement dans lequel tu pourrais faire un peu de locatif saisonnier ou machin, mais du coup faut pas se tromper d'objectif et effectivement faut dépassionner ce truc là, ce qui est parfois l'intérêt pour l'immobilier des SCPI et compagnie, qui justement on sait qu'on n'ira pas en fait, on achète du bien papier en fait dans la pierre. Société civile de placement immobilier pour SCPI. Et oui, voilà. Mais et du coup, mais c'est vrai qu'il y a vraiment cet enjeu. Et après quelque part, si on reprend ta règle des 50-30-20, on peut se dire. Tu la partages cette règle ? Ça te semble... Ouais, globalement, c'est à peu près, c'est cohérent. Après, moi, j'ai fait le choix... J'espère bien que c'est cohérent, je m'en sers tous les jours. J'ai fait le choix quand j'étais jeune. Il y a des gens qui ont cru à RAEL pendant longtemps, tu sais. C'était cohérent. J'ai fait le choix quand j'étais jeune de mettre pas mal dans l'immobilier, au moins pour ma résidence principale, en me disant qu'en fait, je faisais 50 plus 20, entre guillemets, qui était finalement de mettre 70 dans le loyer, dans le crédit et tout, parce que dans le patrimoine, et en me disant qu'un jour, ça finirait par payer, parce que tu as fini justement de payer ton loyer, et qu'après, d'un seul coup, quand tu n'as plus 3 000 balles de crédit IMO à payer, et t'as une vraie bouffée d'oxygène. Et là, peut-être, finalement, si tu continues à travailler autant, au lieu de 20, tu aurais peut-être 40%. Et donc, à ce moment-là, tu peux choisir de peut-être travailler un peu moins, quoi. Si Alors, je suis pas le maître d'école. C'est-à-dire, si tu veux intervenir, tu peux couper la parole, etc. C'est la radio. On est mais hyper respectueux. Et puis bon, quand même. Tu peux mettre un coup de coude, vous débrouillez entre vous. C'est pour ça que je vous ai mis de l'autre côté de la table. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est moi. Monsieur Xavier, quand même. On n'a même pas posé de questions. C'est très drôle le rapport à la résidence principale qui est très franco-français par rapport à la France de propriétaire. Par exemple, je le partage pas, moi. Par exemple, c'est un sujet. Justement, on va y venir. C'est pas un sujet que je partage, dans le sens où moi, je suis locataire de mon appartement à Biarritz. Pourquoi ? J'ai plusieurs biens immobiliers. J'en ai vendu un récemment. On m'a vu faire les travaux sur le groupe carrément. Enfin, je montre un peu tout ce que je fais. Je suis un peu building public, quoi, comme on dit. Et je partage pas ça parce que pour ma part, à titre personnel, c'est que c'est un projet de vie. C'est-à-dire que moi, par exemple. Moi, j'ai plutôt tendance à vouloir me dire, OK, je veux bouger de ville, je peux. Et concrètement, c'est un peu mon projet de me dire, OK, c'est un projet de famille. Aujourd'hui, moi, je ne suis ni marié, ni d'enfant. Et je me dis, OK, pour moi, la construction d'une maison ou l'achat d'une maison, c'est un projet commun, c'est un projet de vie. On va dire, c'est pas un investissement. Les gens confondent plutôt l'investissement en disant, OK, j'ai acheté ma maison. Non. La définition de l'investissement, encore une fois, dans mon cabinet, et celle que je donne, moi, à mes clients, c'est quelque chose qui va te rapporter de l'argent concrètement. Aujourd'hui, ta maison te rapporte rien du tout. Okay ? Même si demain, tu n'as pas de crédit sur ta maison, tu as fini de payer ta maison et tu n'as plus de revenus,
concrètement, tu peux plus payer ta maison, tu peux plus vivre dedans, tu peux pas payer l'électricité, tu peux pas payer taxes foncières. Hypothèque. Tu peux pas Retourne la vivre carte. dedans, elle te procure pas de revenus. Donc concrètement, c'est hyper important pour la sécurité qu'on veut avoir au long terme sur la retraite, etc. Et moi j'y viens, bien sûr, mon projet c'est d'avoir une maison, bien entendu. Mais ça n'arrête pas un investissement. C'est aussi une problématique qu'on a avec les Je suis obligé de te professions couper parce que du coup, Xavier, il fait la moue depuis tout à l'heure. C'est Ouais, forcément non, qu'il y a un non, point de non. divergence. Il y a un désaccord, là. Je vais juste terminer mon propos. C'est effectivement du coup que les Français ont tendance ou les libéraux ont tendance à mettre vraiment beaucoup de pognon en fait dans leurs projets. Et en fait, quand tu mets un certain niveau aussi d'intensité dans ton projet maison, tu es aussi dépendant de tes revenus. Et c'est un petit peu difficile aussi à travailler au long terme. Il faut aussi savoir mesurer. C'est pour ça que la stratégie en 50-30-20, pour moi, elle est primordiale. La partie où il faut travailler le plus, c'est la partie des 50. Hein. C'est pas la partie épargne, etc. Hein. C'est la partie des 50. Au plus tu vas te créer de charges, au plus c'est compliqué au long On terme. a un désaccord de ce côté de la table, il me semble. Ah non, mais surtout Xavier là qui a un point. Vas-y, Xavier, non, c'est ton tour. Non, mais je te rejoins dans le sens où moi j'ai pris un objectif qui était le mien, qui était d'avoir, avant même d'avoir une famille, de me dire j'ai mon appart. Finalement, après, le temps passe, je me suis marié. Le temps continue à passer, j'ai divorcé. L'appart d'ailleurs que j'avais payé, je l'ai laissé. Mais bon, ça c'est le jeu, ma pauvre Lucette, si elle nous entend. Lucette. Et du coup, voilà. Mais en tout cas, c'est un objectif et ça a été un moyen de mettre de l'argent de côté pour moi, finalement. Et donc, le jour où j'ai acheté mon premier appart, j'avais l'impression tous les mois de mettre de l'argent de côté. En tout cas, il revient. On peut parler de la plus-value immobilière ou pas, machin. Est-ce qu'elle arrive, est-ce qu'elle n'arrive pas? À Perpignan, j'ai pas gagné un radis. En 20 ans, il n'a pas pris de valeur, le bidule, parce que c'est une région où l'immobilier n'a pas pris. À l'inverse, l'appartement le tout premier que j'ai acheté un an avant à Suresnes, il a fait x3 en valeur depuis, quoi. Donc il y a aussi cet enjeu-là, mais ça a été ma résidence principale. Ça aurait pu être sur un bien locatif, ça peut être un choix aussi. Hein. Voilà, l'immobilier a été une valeur, en tout cas dans mon parcours, qui a été importante. J'entends qu'on puisse avoir un point de vue différent. Ouais. Voilà. C'est que j'ai pas mal. Alors ça, c'est un débat que j'adore en plus sur la résidence principale. C'est vraiment un débat et en même temps, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas qu'une seule vérité. Il y a la vérité qu'on veut pour soi. Et ça, c'est ça qui est cool en fait. C'est qu'en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Mais par exemple, déjà, je dis c'est pas un investissement dans le sens où c'est toi qui effectivement finance 100% du projet. Ça vient pas de l'argent de tiers. Donc l'investissement, c'est aussi la définition de délimiter ton temps de travail, de limiter ton temps de travail au long terme. Ça, c'est la première étape par rapport auquel je ne dis que ce n'est pas un investissement. Allez, je me ferai plaisir après pour une réponse Allez, tu contradictoire. Vas-y, vas-y, t'inquiète pas. On le voit sera- s'agiter, on le voit s'agiter. On On sera a mis du là-dessus. temps avant de couper la parole. Ça y est, c'est parti. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, par exemple, si peut-être ta maison elle a fait x3 et t'es content, mais si tu restes dans la même région et toutes les maisons du coin elles ont fait x3, donc en fait, concrètement, t'as pas gagné d'argent. Le but du gain d'argent ou le gain de sérénité, en fait, il est basé sur le fait qu'effectivement, là, tu as un retour sur invest de quelque chose qui est généré par soit quelqu'un d'autre, soit par une autre valeur différente. Okay, de par tout simplement la définition du capitalisme, hein, c'est la croissance par la consommation. Et le but, c'est de se dire, ok, je regarde qu'est-ce que consomment les gens, et je me dis, ok, bah, je vais qu'à acheter ces différentes valeurs-là. Et concrètement, si les gens consomment, je vais dire, plusieurs produits, comme ça ira, Vas-y, Meta, vas-y. Apple, Samsung, peu importe, et que tu vois que ces gens consomment, achète une part de ces boîtes, et forcément, ces boîtes vont générer de la valeur, et toi, tu vas récupérer un pourcentage de la valeur générée en fonction de ce que tu as investi. Et c'est la définition, en fait, même de l'investissement, c'est récupérer une valeur de quelqu'un d'autre. La seule condition qui n'était pas la mienne à l'époque, c'est que pour pouvoir acheter vraiment de la valeur chez Samsung, Apple, Huawei ou n'importe lequel, il faut avoir du cash au départ en fait. C'est Et vrai. j'avais pas ce cash au départ. Et donc l'immobilier, ça a été un moyen d'investir dans un truc où j'avais pas de cash. Ah bah ça, c'est l'avantage de la France. C'est C'est l'effet de levier. c'est le papier. L'immobilier, c'est l'effet de levier de l'emprunt qui est intéressant. Complètement. C'est le seul pays au monde à faire ça. Hein. Et, Voilà. alors, en contrepartie, j'ai envie de dire, c'est bien d'investir ailleurs et de se dire qu'il y a l'autre qui te paye ton loyer de ta résidence, enfin du truc que tu as acheté en locatif. La contrepartie, c'est que toi, tu es quand même obligé de te loger et à un prix qui est le prix de là où tu vis malgré Et du tout. marché, bien sûr. Et la contrepartie, par contre, négative, c'est que les revenus que tu génères, t'es imposé dessus.
Donc c'est là où il faut se méfier parce que c'est plein de fois où les trucs à moitié véreux d'immobilier qu'on peut connaître, pas tous, hein, certains, te disent ah bah voilà tu vas avoir 500 balles de loyer, mais ils oublient de te dire que sur les 500 balles de loyer t'es taxé. Comme ton impôt sur le revenu, et pour le peu que tu aies une tranche marginale d'imposition à 45%, sur les 500, il t'en reste d'un seul coup plus que 260. Mais on est sur un podcast d'averti. Ah bah oui, attends, on n'a pas dit attention là, on parle pas qu'on faisait débutant. Eh ben, ça allait être du coup ma question d'après, c'est alors je dit que j'avais me marre tous les deux. J'avais justement une question pour toi, Mickaël, c'est que principalement sur le groupe, c'est quoi les questions qu'on te pose? Parce que on sait bien qu'un professionnel de santé qui s'installe, tout le monde ne va pas au même rythme déjà, tout le monde n'a pas les mêmes connaissances, tout le monde n'a pas, moi je mets un gros point, je pense que c'est le plus important, la partie émotionnelle. C'est qu'il y a des gens qui sont hyper frileux, il y a des gens qui sont plus philanthropes, il y a des gens qui sont plus, qui ont moins besoin finalement de cette sécurité. Moi je suis partie de ces gens-là par exemple, mais enfin voilà, c'est quoi les questions principales qui reviennent? Ouais, alors les questions principales qui reviennent, c'est vraiment, on va dire, c'est B à bas. Souvent, on voit que les gens, en fait, on prête peut-être à la profession une expertise qu'ils n'ont pas dans leur profession vis-à-vis de la finance. On est vraiment sur, est-ce qu'avec 50-50, je vais avoir assez? Est-ce que les impôts, vous le passez sur le pro ou le perso? On est vraiment sur des questions basiques et on est quand même en 2024. Moi, je dis souvent la problématique, on est quand même en 2024, les loulous. Exactement, j'ai envie de dire, t'as le monde entier dans ta poche, quoi. Donc me dire qu'en fait tu savais pas, non, t'as pas cherché en fait. Faire un peu un travail de recherche quand même, un minima. Les groupes, la problématique des groupes, c'est qu'effectivement. Je te rappelle qu'on a des ministres qui ont des phobies administratives. Hein. Enfin, ouais, bien sûr, mais ça va. Tu vois, le truc c'est qu'on peut se cacher derrière tout et n'importe quoi, mais le but c'est ça, c'est qu'en fait les questions sont vraiment basiques, alors qu'en fait aujourd'hui, moi mon but premier de la boîte et aujourd'hui mon ambition première pour l'argent des libéraux, c'est de faire en sorte que ça devienne une plateforme mais véritable d'apprentissage, genre une école d'apprentissage pour les professions libérales de santé, quoi. Le but c'est qu'ils arrivent, ils se disent ok, j'ai pas le métier, ok, voici les étapes 1, 2, 3, voilà l'évolution, je suis au niveau de jeune pousse, je viens de commencer le libéral, voilà ce que je dois faire. Je commence à être un peu mieux dans mon libéral, voilà ce que je dois faire. Et je suis bien implanté, je veux développer un gros patrimoine, etc. Là, on peut passer à l'expertise, les montages de sociétés, l'élaboration avec des avocats, ok, etc. Mais il faut aussi, mais je pense que les libéraux se prennent grandement en main et considèrent que c'est important qu'ils se prennent en main. C'est pas juste vite, bonjour, je vais faire des libérales 3 piqûres, ou bonjour, je vais faire 3 massages et ma journée elle est finie. Ouais, mais on peut quand même comprendre que, enfin, je suis désolé, mais à la base, on est professionnel de santé, on a envie d'aller faire du soin. Moi, je prends le cas des kinés, dans tous les cas, c'est très dur d'exercer en étant kiné sans être libéral. Enfin, être des places à l'hôpital, il n'y en a pas 1 milliard, quoi que si de plus en plus, tu vas me dire, mais dans l'absolu, je fais du libéral parce que j'ai envie d'avoir telle typologie de patient et telle typologie de soins aussi. À la base, je suis quand même infirmier, ou je suis quand même médecin, ou je suis pas chef d'entreprise. Enfin, un médecin généraliste, par essence, il est en cabinet. Alors, moi qui je laisse la main, Xavier. Je vais le taper. moi qui fais de l'ergonomie, en ergonomie, on donne la définition du travail. Et le travail, c'est faire quelque chose en échange d'autre chose. Et la pénibilité, en fait, c'est le déséquilibre entre les deux. Aujourd'hui, tu dis à un infirmier de l'hôpital qui gagne 1900 balles, tu fais ton job pour 1900 balles, rapidement, ça devient pénible. Je te dis, tu fais le même job avec les mêmes patients et les mêmes machins pour 10 000 balles par mois, bizarrement, la pénibilité, elle est plus trop là, en fait. Donc se voiler la face en disant, moi, je suis juste soignant, je fais juste des massages, juste des piqûres, juste du machin, et l'argent, ça compte pas, c'est une vraie connerie, en fait. Alors, c'est pas tout à fait ça que j'ai dit. J'ai pas dit que l'argent, ça comptait pas. J'ai dit que la partie qui est liée à la gestion, c'est une partie pénible pour moi, ouais, et moi mon vrai métier c'est d'être soignant. Là je vais répondre, c'est pareil, mais du coup tu n'acceptes pas la partie du boulot, c'est-à-dire que quand tu rentres à l'école par exemple, effectivement il y a des matières que tu n'aimes pas, mais c'est un cursus obligatoire avant de réussir. La preuve, tu peux avoir ton diplôme sans avoir toutes les matières. Tu peux avoir ton diplôme, ouais, ok, mais là l'impact financier il est comment? C'est-à-dire il est nul, c'est-à-dire à ce moment-là, tu vois, non, ça dépend. Là tu as des obligations, tu peux pas te permettre de dire ok. Alors moi, ça c'est un débat que j'ai beaucoup, genre, mais moi je suis que soignant. Bah reste à l'hosto, ouais. Tu vois. Je veux dire, ça, t'es devenu un chef d'entreprise, t'es pas juste un soignant. C'est comme si moi je te disais,
Ah oui, alors moi je suis juste là pour aider les gens. Moi après derrière. En fait, il y a toute une éducation à faire selon toi oui, sur cette double casquette. Ouais, bien sûr. Mais comme quoi finalement, on n'est pas trop de débat, on est trop d'accord vis-à-vis de ça. Mais regarde, moi en revanche, je vais aller à l'encontre de ce que tu dis parce que tu dis tu restes à l'hôpital. Mais excuse-moi, mais je suis infirmier libéral. Moi, ce que j'aime, c'est aller au domicile du patient, c'est m'occuper des patients. Ça existe. Ça existe en salarié. D'accord, mais il n'y a pas. Oui. Voilà. Il n'y en a pas partout. Mais ça existe. Il n'y en a pas partout. Ok, très bien. Mais du coup, au bout d'un moment. Et j'aime ma liberté. J'aime le fait de gérer mon temps. Ouais, ok. La liberté, ça. Tu sais que c'est la première chose. Je suis chef d'entreprise aussi, vous le savez. Hein. La première chose que j'ai appris à la Chambre de commerce et d'industrie, c'est j'ai fait une rencontre avec tous les autres professionnels, enfin tous les autres personnes qui voulaient devenir chef d'entreprise, avec tous ces fameux auto-entrepreneurs. Et la première question qu'on leur a posée, c'est pourquoi vous voulez devenir entrepreneur. C'est je veux plus avoir de patron. Ouais, pour moi, tu vois, c'est marrant, c'est très drôle parce que c'est un contre-objectif pour moi. Ah, mais c'est voilà. Alors moi, je vais vous faire rire, je devais pas faire kiné au début. Je devais faire ingénieur. En fait, il est pas kiné. Non, mais je bricole. Mais tu vas voir, en fait, c'est pas drôle. Xavier. Et mon directeur de lycée m'a dit déjà, t'es un manuel, tu utilises toujours tes mains et tout. Un métier qui utilise tes mains, ça serait bien. Il me dit en plus, avec le caractère que tu as, si tu étais ton propre patron, ce serait vraiment très bien. Et tu vois, donc le fait de ne pas avoir de patron, il y a aussi une notion. Et en même temps, des patrons, ça veut dire que tu en as autant que de patients. Et en même temps, tu peux te cacher derrière personne d'autre que toi-même. Et c'est toi qui portes en fait le cabinet. J'aurais pu avoir un autre mot plus trivial. Et il faut que tu portes en fait. Et en même temps, je dis toujours aussi à mes confrères et consoeurs kinés, vous avez la patientèle que vous méritez. C'est vrai, ça. Si tu peux pas changer le monde, change-toi toi-même. Si tes patients ne te conviennent pas, change-toi pour pas avoir les mêmes patients. Et c'est un vrai choix. Ça devient philosophique. Ben non, mais en même temps, c'est l'objectif en fait. On revient à qu'est-ce que je veux en fait. Moi, j'aime telle typologie de patient. J'aime pas moi le patient 80 ans que tu as 3 fois par semaine, machin. J'ai rien contre, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, tu choisis, toi, ta patientèle ? Ah, mais carrément. Et je choisis d'avoir des patients. Alors déjà, en même temps, en travaillant 15 jours par semaine, forcément, la personne qu'il faudrait que j'ai 3 fois, forcément, je ne l'ai pas. Hein. Donc, il y a plein de pathologies que je ne prends pas. Mais parce que je choisis, en fait. Et c'est une posture. J'ai la posture de « je veux tel type de patient ». Je peux aussi avoir la posture de « je veux une patientèle ». Qui a un meilleur revenu parce que ainsi de suite, mais ça veut dire qu'en face, il faut être bon. Moi, j'en vois pas mal aujourd'hui dans une partie des jeunes kinés, là. Ils ont la posture de je veux le dépassement d'honoraires et je veux prendre du pognon et je veux avoir du BNC, mais je veux surtout pas trop m'investir quand même. Ça, c'est pas concevable. Pour moi, tu vois, Florent, je reviens sur ce que tu viens de dire aussi. Être entrepreneur, c'est une mentalité. Être libéral, c'est une mentalité. Il faut accepter que le libéral, c'est être entrepreneur. C'est j'entreprends ma propre création de patientèle. Si je suis dépendant, effectivement, moi pareil, je reviens toujours un peu à la source financière, mais parce que c'est mon cœur de métier en même temps, je parle ça toute la journée. Mais si je suis dépendant trop de mes revenus, je vais être dépendant aussi de mes patients et de mes patients qui ne me plaisent pas non plus. C'est-à-dire les patients un peu relous, qui vont te mettre un peu la pression, les choses comme ça. Et on le vit tous, ça. On l'a tous vécu. Nous, je parle pour moi en titre personnel et pour les confrères avec qui j'ai travaillé. Moi, j'avais des patients effectivement où ça passait pas. Mais je leur disais, vous savez, je suis pas le seul cabinet du coin. Enfin, je veux dire, changer de cabinet. Et moi, je fonctionnais comme ça, c'est-à-dire que moi, je voulais prendre du plaisir au travail. Et j'avais d'autres collègues qui me disaient, mais tu te rends pas compte, si on perd lui, on perd tant de chiffres. Mais pour moi, j'ai pas un rapport aux chiffres, j'ai un rapport au plaisir. Et si je prends du plaisir, mon chiffre va monter. Aujourd'hui, si je prends du plaisir dans mon boulot, concrètement, mon cabinet monte parce que je prends du plaisir à discuter avec toi. Et pareil, je suis pas toujours gentil avec les gens. Je dis non. Je dis des fois, ce que vous dites, c'est nul, c'est de la merde, c'est pas une bonne mentalité, il va falloir changer. Mais que tu sois content ou pas content à la fin, peu importe. Moi, si déjà dans un premier temps, je suis hyper content du travail que j'ai fait. Et si toi, tu as compris ça, déjà, on va vraiment se marrer, on va vraiment kiffer, quoi. Quand on perd un casse-pied, on n'a rien perdu. Et moi, je dis souvent, enfin, je dis au cabinet, quand il y en a un avec qui il n'y a pas le fit, en fait, je n'hésite pas à lui dire, vous savez, ma porte est grande ouverte dans les deux sens. Si vous voulez venir, vous êtes le bienvenu, mais si ça ne vous plaît pas, moi, je travaille comme ça.
Si ça vous plaît pas, vous pouvez aussi partir. Et en même temps, et on revient finalement, on boucle un peu, parce que c'est de la gestion économique, c'est de la gestion fiscale, c'est machin. C'est aussi de la gestion de l'humain, et c'est de gérer les gens qu'on a envie de voir. Un patient casse-pied, parce que, désolé, des patients casse-pied, il y en a aussi. Si vous le supportez, déjà, il va continuer à vous casser les pieds, et avec un peu de bol, il va vous ramener du monde, ses copains, qui ont toutes les chances d'être un peu comme lui, en fait, c'est-à-dire à vous casser les pieds. Donc c'est un vrai choix, c'est une vraie posture, et donc quand on est entrepreneur, on est dans la création de valeur, on est dans créer un produit de rééducation, de soins, de machin, on est dans créer un univers et une expérience ambiance, aussi voilà, pour le patient. complètement, et ça, c'est à vous de définir ce que vous voulez faire, et c'est pour ça que très bien, tous ceux qui veulent, tous les remplaçants ou assistants qui ne se plaisent pas dans leur truc, tant mieux, créez votre cabinet à votre image et à l'image qui doit plaire aussi à vos patients, en fait. Alors, je reprends un peu le lead, je suis désolé Priscilla, mais en fait ça fait 52 minutes qu'on parle. C'est hyper intéressant. Seulement. Et oui, ça va vite. J'allais presque conclure. Ah mais non, alors je vais... C'était l'intro là. C'était ça, c'était l'intro. 4 heures. On a plus de 4 heures. Attends, j'avais une super phrase. Je suis en décalage horaire, moi. Ah non, mais il faut... non, donc du coup, malheureusement, pour éviter de faire des tunnels et des épisodes trop longs, à un moment donné, il faut quand même qu'on se dise au revoir, c'est important. Mais en revanche, j'ai quelques questions pour faire. Déjà, Priscilla, fais ta phrase. Non, je disais, faut bon moment, ça va tomber à l'eau, parce que là, ça fait un teasing, mais c'est pas grand-chose. Mais je disais que dans le mot libéral, il y a aussi le mot liberté, mais liberté de ne pas subir, justement, ça revient souvent. Et puis après, j'allais conclure. Et, comment on fait pour aller dans ton groupe? Vu que Priscilla a déjà son manteau sur les épaules, effectivement, il va falloir conclure. Ouais, j'ai pas fini ma bière, alors, je peux pas. Vous avez, et l'un et l'autre, parlé beaucoup de mentalité. Vous avez parlé et l'un et l'autre de un peu, finalement, apprendre par soi-même, être autodidacte. Est-ce que vous avez des livres à conseiller aux professionnels de santé? Wow. Xavier, commence Oui, peut-être. Business Model, bouquin qui s'appelle Business Model, qui est en format paysage, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais qui est sur justement la création de valeur. Alors on va jusqu'à l'idée d'entreprendre, mais je le fais lire très régulièrement en DU d'ergonomie pour que les gens comprennent finalement comment marche l'entreprise, comment marche la création de valeur, comment marchent en même temps les ressources dont on aura besoin, parce que je suis kiné, j'ai quand même besoin de matériel, j'ai besoin de messages, j'ai besoin de prescripteurs finalement, et comment je vais entretenir indirectement cette relation, et ce qui est fait dans l'entreprise est tout à fait transposable. En tout cas, c'est un bouquin que j'adore et que j'aime faire lire. T'en as d'autres en tête justement sur la partie mindset, enfin j'aime pas ce terme-là, mais plutôt mentalité? Alors oui, j'en ai au moins un ou deux. Bouquin qui s'appelle Processcom, qui est un modèle de psycho, plus ou moins thérapie, enfin voilà, et qu'on peut tout à fait s'appliquer, et de savoir en fait, le bouquin décrit qu'on a 6 grands types de profils. Je voulais en arriver là justement, je sais que t'allais... Je commence à te connaître. L'empathique, le travailloman, le rêveur, le rebelle. Il en manque toujours à la fin un ou deux. Le persévérant et le promoteur. Voilà. Et donc, moi, fondamentalement, au début de tout, je suis empathique et j'y peux rien. Et ce qu'on retrouve chez bon nombre de soignants, en fait, d'être empathique, de vouloir aider l'autre, de vouloir être sympa. Il y a des années où je suis devenu travaillomane parce que c'était tellement mieux au travail qu'à la maison. C'était très pratique, le travail, mais c'était une fuite et pas une bonne raison. Je peux être le rebelle. Non, je l'avais dit. Ah, tu l'as dit, pardon. Il y avait tout le monde. Je vais les 6. Autant pour moi. Ce sera coupé au montage. Donc j'ai dit le Travaillomane, ouais. Il y a le persévérant. Je peux être un peu persévérant, notamment quand on m'embête. Mais t'as pas le choix de toute façon en tant qu'entrepreneur. Mais en fait, t'es tout. Hein. Ouais, dans le ça. bouquin, il décrit que t'es tout, mais que t'as des zones faciles. Et aujourd'hui, finalement, les 2 premiers niveaux dans lesquels je suis le mieux, c'est l'empathique sur un plan perso, privé, machin, c'est ce que j'aime, voilà. Et après, au boulot, autant j'ai été travaillomane, autant je suis devenu vraiment promoteur. Et sur le persévérant, je le suis souvent pas assez. Donc, j'ai pris un relais au sein d'ITMP qui est persévérant à ma place. Et elle se reconnaîtra. Et qui m'aide justement dans cet équilibre. Michael?
Pour ma part, alors c'est Enfin, vraiment... bouquins ou peut-être Ouais, des je vais vidéos donner d'autres YouTube choses, ou peut-être exactement. ouais, voilà, Je vais donner supports. plusieurs choses. Je vais commencer par les bouquins qui sont quand même des classiques de chez classiques, des best-sellers. J'ai commencé par Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. J'étais sûre que tu avais lu ce livre. Ce bouquin, oui, j'ai lu ce livre dans 2018, donc ma partie burn-out en plus. C'est des choses qui m'ont pas mal aidé. Je recommande Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Je recommande La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Fabuleux. Bien sûr, fabuleux. Déjà, le fait d'avoir envie de découvrir des choses indique déjà vouloir un vrai changement ou changer des choses dans sa vie. Ça, c'est important. De toujours se dire, ok, je connais pas assez de choses, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses. Et c'est assez drôle, c'est qu'au plus j'apprends de choses, moi, dans mon boulot, dans ma vie de tous les jours, au plus je me rends compte que je ne sais rien. Et donc, c'est assez drôle, c'est l'humilité, elle s'apprend avec l'apprentissage, tu vois. C'est vraiment, tu te rends compte que tu as un monde entre ce que tu connais aujourd'hui et ce que tu connaissais avant, mais entre l'immensité de ce qui reste à découvrir, tu te dis, ouais, en fait, je vais descendre de 3-4 étages, voire même plus, tu vois, et on va y aller étape par étape, et ça va être une belle découverte, une belle aventure. Ça, c'est pour la partie livre. Pour la partie contenu, alors il y a deux choses, un truc un peu plus technique, mais moi j'adore ce mec, c'est Tammy Cabage sur YouTube. Donc vous pouvez aller voir sa chaîne Tammy Cabage, qui est un agrégé d'économie, économiste, qui parle beaucoup de mindset dans la finance. J'ai pris ses formations, donc même moi je travaille là-dessus. Il faut savoir que le fait de juste rédiger des formations en ligne, c'est souvent quand nous-mêmes on en prend des formations. Moi je prends à peu près beaucoup d'argent, je dépense beaucoup d'argent dans l'année dans les formations, ça c'est hyper important pour moi. Enfin j'investis plutôt beaucoup d'argent dans les formations, ça c'est hyper important. Donc Tammy Cabage, du contenu libre sur YouTube. Et autre chose, c'est Sonny Court, C-O-U-R-T, sur YouTube aussi. Et lui, c'est vraiment développement personnel, des vidéos où on parle pas mal d'argent effectivement, mais plutôt état d'esprit, vraiment, où il y a Jim Rohn et des personnes très connues du monde de la finance. Donc c'est des vidéos qui m'animent, je regarde à peu près, c'est simple, tous les matins j'ai à peu près mes habitudes, entre 1 heure et 1h30 de formation ou de cours tous les matins. Voilà, c'est ma routine. J'avais un prof, Gilles Péninou, qui disait « Celui qui sait qui ne sait pas, c'est déjà beaucoup ». Et ça va tout à fait dans ce sens-là. De la même manière, moi j'ai passé beaucoup de temps, parce que comme tout le monde, je suis kiné, hein, j'ai pas fait d'école de commerce, machin. Je me retrouve à gérer plusieurs boîtes et un peu par hasard ou un peu en auto-apprentissage, mais en même temps, il y a des milliers d'options pour apprendre. YouTube est quand même aujourd'hui un moyen remarquable, mais vous en avez d'autres comme FunMOOC ou EDX qui sont des plateformes de MOOC en ligne gratuits qui vous coûtent pas un radis. Il suffit d'y passer un tout petit peu de temps et il y a des milliers de cours passionnants en management, en création de valeur, en psychologie de la négociation, enfin voilà, quelques-uns que j'ai pu faire par le passé. Et on a la chance en 2024 d'avoir accès à un contenu gratuit, de qualité, qui nous permet au moins d'élever un peu notre niveau. De réfléchir et de pouvoir avancer. Dernière idée peut-être là sur l'instant, mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, si j'emploie le terme de tranche marginale d'imposition, personne ne sait ce que c'est. Mais en fait, c'est capital en fait. Et les gens disent, je saute de tranche. En fait, tu sautes jamais de tranche. C'est une vision de neuneu. Désolé pour ceux qui le pensent. Voilà, je pense à vous. Mais c'est vraiment une vision de neuneu. On ne saute pas de tranche machin. C'est que sur tout euro qu'on va gagner en plus, on va être taxé à un certain montant. Et le premier euro, il n'est pas taxé. Et au bout d'un moment, il est très taxé. Et à l'inverse, ça veut dire que tout ce que vous arriverez à passer de frais perso, semi-pro, machin, permettra d'améliorer quelque part votre pouvoir d'achat. Et la formation fait partie de ces points. Ah bah évidemment. Tout à fait. Super saison. Un grand merci pour tout ça, c'était vraiment chouette. Alors, on part pas comme ça, on n'est pas des voleurs. Hein. Est-ce que vous avez, si on devait aborder un prochain sujet ensemble, prochain podcast, parce qu'on a parlé un peu de tout au sens large, on va dire. J'ai trouvé que c'était assez défensif sur la partie justement de l'approche du libéral, etc. Moi, j'aimerais bien une partie un peu plus offensive la prochaine fois, à savoir, ok, qu'est-ce qu'on fait factuellement. Je commence et pour ça, on prendra peut-être des témoignages de soit de tes clients peut-être ou de personnes proches de vous. Enfin, je pense qu'il y en a plein qui seraient ravis de participer. hein. Bon, trop chouette. Mais vous, qu'est-ce que vous aimeriez aborder ?
Ou qui aimeriez-vous qu'on ait autour de la table pour discuter avec vous? Wow. À part la CPM. Bah, c'est ce que je voulais dire. Ah, bah, Je l'ai pas. j'allais dire Monsieur Fatome, que j'adore par-dessus tout, tellement je le trouve pas sympa. Voilà, j'aurais aimé parler avec lui. Je l'ai invité en stage au cabinet, mais il n'a pas voulu venir. Je voulais qu'il passe une journée avec moi pour qu'il se rende compte ce que c'est que la vie d'un soignant, On va essayer. autrement que derrière une feuille de papier et un ordinateur. Michael. Wow, tu me prends un peu au dépourvu là. Faut que je réfléchisse un peu là. À qui, Bon, bah, interlude. En attendant, Bah, moi, toi, un livre que tu as conseillé en tant qu'entrepreneur, par exemple, parce que ça se rejoint aussi, tu vois. Ah, moi j'en ai un particulièrement, c'est la stratégie des océans bleus. C'est ma passion dans la vie. C'est comment, Océan bleu, de toute façon, c'est ma vie. C'est comment contrôler le problème que j'ai en face de moi. Hein. C'est toujours. Ok. Moi, je ne suis pas un taureau. J'essaye en permanence de trouver des patchaks pour pas faire comme les autres. En revanche, ma vie, c'est Mario, quoi. Mais c'est le niveau 1. C'est que je tombe dans les trous, tous les trous qu'il y a, je tombe dedans et je recommence. Mais Attends, tu mais- tombes dans les tuyaux et du coup, tu as des mondes super intéressants. effectivement, que ça peut arriver. découvres. Ça peut arriver. T'as eu le temps de réfléchir. Tu veux un chronomètre? Franchement, mais de ouf, il faudra un chronomètre. Tu veux que je te parle de mes il y a livres tellement en fait, si tu veux, moi déjà, vu que je rencontre déjà énormément de gens, il y a toujours des gens qui m'apprennent des trucs, et des gens qui sont là pour prendre, et des gens qui offrent, et des gens qui font les deux. Moi, il y a plein de clients sur lesquels je suis inspiré sur le travail que je dois faire avec eux. Donc presque j'ai envie de tous les inviter autour de la table pour qu'ils disent aussi chacun une petite phrase. Moi, perso, je trouve que ce qui est inspirant, c'est effectivement les gens qui viennent de ce monde-là, qui se disent « Ok, voilà les conneries que j'ai faites, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà le plan que je vous propose aujourd'hui, et on va les étape par étape. » Donc ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est plus pour ton sujet de la prochaine fois, je pense. Effectivement. Ça, c'est Mhm. comment Moi, est-ce j'ai qu'on un- fait étape par étape et Ouais. créer une modularité là-dessus. Bon, moi, je kiffe. J'ai J'aime bien les suivis des étapes, moi. j'ai un sujet pour vous parce qu'en fait vous l'avez dit tous les deux et ça revient à chaque fois. Mais on râle en disant on n'est pas formé à, on quitte l'école et on n'est pas formé à. Et pourquoi est-ce qu'on prend pas effectivement ceux qui pondent les programmes de formation initiale pour leur dire bon, les gars, en fait à un moment donné, dans 80% des cas, ils vont passer en libéral. Il faut qu'il y ait un module, peut-être optionnel, mais au moins qu'il y ait un module. Complètement. Ouais, vas-y. On est chaud, Xavier. Ouais, le seul point malgré tout, et là je mets un petit bémol parce que j'interviens encore en école de kiné en parcours initial, il y a des choses auxquelles on s'intéresse, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Ouais, Ah, bah, oui, Et oui. donc, quand j'étais étudiant et qu'on m'a fait remplir des feuilles de soins, qu'on m'a expliqué comment faire, j'ai surtout pas écouté en fait, parce que j'en avais rien à foutre. Et je me suis dit, on verra plus tard. Plus tard, il sera temps. Et en fait, alors peut-être qu'on m'a mal amené le truc et tout. Et pourtant, j'ai du respect pour le prof qui me l'a fait à l'époque. On a quand même été associés une dizaine d'années. Mais voilà, il y a aussi un moment où, en parcours initial, on n'est pas encore prêt. Et comme si je prends le champ de la thérapie manuelle qu'on pourrait enseigner en IFMK au départ, sauf qu'en fait en stage on voit pas ce type de patient et on peut pas le pratiquer, et donc ce qu'on nous apporte à ce moment-là, en fait on peut pas complètement le digérer. Alors derrière on peut avoir 1000 débats, hein. Le fait d'avoir entendu une première fois permettrait déjà une forme d'intégration, d'accoutumance et de préparation, et en même temps pas complètement. Tiens, moi, il y a un sujet que j'aime bien à chaque fois que je dis aux clients, parce que c'est mes clients. Mais c'est pas tes patients en Ouais, gestion de c'est patrimoine, des c'est fini. Non, mais j'y étais plus là. Quoi J'y que étais tu plus. les J'étais reparti soignes dans un le peu. soin là. Tu les soignes un peu quand même, mais pour l'argent. Je les soigne, ouais, je les soigne pour Différemment, l'argent, c'est un petit peu différent, mais moi, c'est ce que je dis, tu vois, j'ai exercé en tant qu'infirmier libéral et du coup, tu fais 2 ans. En fait, nous, on est obligé de faire 2 ans en structure ou le nombre d'heures avant de pouvoir s'installer en libéral. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais 2 ans de maison de retraite, tu peux t'installer en libéral. Ouais. Mais même moi, à 23 ans, je suis Ça arrivé. prépare bien en fait la maison de retraite. Ouais, c'est exactement ce que je me suis dit. Je dis, mais c'est quoi le rapport entre la maison de retraite, passer 2 ans là à distribuer, désolé, des cachetons ou à faire des soins avec une multitude de personnes, malheureusement, on n'a pas assez de qualité de soins là, dans les structures, et à arriver en libéral. Moi, je pense concrètement que, je dis une bêtise sur le temps, hein, bien sûr, on s'en fout, c'est juste pour l'idée, mais de créer une école de formation de libéral ou un module, tu vas à l'école pendant 6 mois, où tu dois avoir à la fin une certification comme quoi tu as passé des cours et tu sais ce que c'est la compta, tu sais ce que c'est un BNC, tu sais comment est-ce que tu dois gérer ci, comment est-ce que tu dois faire ci, voilà ce qui existe dans le monde, voilà ce qu'on propose en termes de structuration.
Et vas-y mon coco, maintenant t'as déjà un petit peu de bagage. Parce que le problème c'est souvent ils arrivent, ils disent ah je commence le libéral la semaine prochaine, du coup je sais pas trop, j'ai pas pris de RCP. Non mais les loulous. Je prends un SUV ou je prends une électrique? Ouais, mais ou alors c'est ça, ou alors directement on est là. Pour ma part, on devrait avoir vraiment un espace de formation quasiment obligatoire. Mais je me demande en fait, désolé, je vais pas faire la conspiration, mais je me dis franchement c'est fait exprès quoi, qu'il n'y ait pas ça quoi. Je me dis comme ça les gens ils sont tellement cons. Ils vont dépenser des thunes un peu partout, on va le récupérer, il y a zéro valeur pour eux, on s'en fout, nous on le récupère. J'ai envie de dire, mais tiens les gars quoi. Xavier, je te laisse finir. Allez, je vais finir un peu plus optimiste ou un peu plus positif. S'il te plaît, je t'en supplie. Merci pour moi. Hein. Dans les gens qui m'ont inspiré à un moment, je pense à Philippe Croizon. Ah oui. Ouais. Pas de bras, pas de chocolat, hein, monsieur amputé des 2 bras, des 2 jambes. C'est le titre de son livre. Oh, mais j'adore. Et j'ai eu le privilège de rencontrer Philippe plusieurs fois et qu'il vienne au sein d'ITMP à un moment. Et en fait, c'est l'idée du développement personnel. Et en fait, l'idée derrière, c'est connais-toi toi-même. Et ça, c'est un vrai sujet. Et en fait, connais-toi toi-même, connais tes objectifs. Et vous voyez qu'on reboucle un peu le truc. Mais c'est une idée de, alors pas forcément le développement personnel, les bambous et machin, et je me mets la tête à l'orion comme ça, je suis sûr que c'est mieux. Aux arbres. Voilà. Mais finalement, le connais-toi toi-même. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? C'est quoi ton choix? Quel est ton objectif, tes objectifs? Et je ne dis pas que tous les miens sont bons, hein, mais là-dessus, il y a un vrai travail. Et finalement, c'est aussi un choix de société. Qu'est-ce qu'on veut pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants demain? Qu'est-ce qui nous plaît? Qu'est-ce qui ne nous plaît pas? Et finalement, de se dire, qu'est-ce que je peux changer pour moi-même et comment je contribue à la société, à l'améliorer un peu sans pour autant me démunir complètement. Là, il y a un vrai beau sujet, je pense. Ah, effectivement. Eh ben, on finira là-dessus. Un grand merci, Priscilla, d'abord. Un grand merci de ta participation et d'avoir invité toutes ces personnes autour de la table. Mickaël, vraiment trop cool de t'avoir eu avec nous. J'espère que tu viendras à nouveau chez nous. Pour ceux qui veulent... on va parler l'argent des libéraux. Ouais, l'argent des libéraux sur Facebook. Aujourd'hui, il y a quasiment 13 000 professions libérales qui suivent les vidéos tutos. Il y a une 50aine d'heures d'apprentissage déjà, il y a pas mal de postes. Et après, pour la structuration, c'est directement dans le cabinet. Et c'est surtout, j'allais dire, la communauté. C'est ce qu'en fait, au final, c'est ce qui fait passer à l'acte en règle générale, c'est la communauté. Il y a les avis clients. Vous y allez, vous allez voir les avis, vous allez voir les gens. Il y a une vraie communauté. Tous ceux qui commentent les posts, je les adore parce que c'est des clients, moi. Et vraiment, vous allez voir, vous allez kiffer, on va se marrer, quoi. Et moi, du coup, j'aurai comme ça le plaisir d'inviter Mickaël pour la prochaine formation où je pense qu'il va pouvoir venir échanger un peu avec nous. Et je pense qu'on a largement des choses à partager. Déjà parce qu'on est libéraux encore toujours, machin, et qu'on peut aider les gens comme ça. Bon, merci beaucoup Xavier d'être venu aussi. C'était vraiment chouette ton expérience, c'est toujours plaisant et en plus cette belle phrase philosophique pour terminer. Donc on en fera, je pense, un mème à mon avis. Un grand merci à vous. Et bien, si vous voulez écouter ce podcast, c'est sur toutes les plateformes. On va mettre ça sur YouTube. Ce sera en rediff partout sur ma formation médicale, sur ITMP, sur l'argent des libéraux. On a hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. Ouais, nous, ce qu'on attend de vous aussi, c'est des retours. Si vous avez des questions, si vous voulez participer, si vous voulez venir autour de cette table pour échanger et venir voir le joli bustier en zèbre de Priscilla. Je l'ai ramené du Kenya. Ah voilà, je l'ai ramené du Kenya. Ce sera un grand plaisir. Nous, on a hâte de vous retrouver et je vous dis à très bientôt.